l'art de reconnaître sa valeur. Quand quelqu'un réalise ce qu'il a perdu, il arrive parfois dans nos vies un moment de révélation si puissant qu'il bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes et sur nos relations. Ce moment où une personne réalise soudainement qu'elle a laissé échapper quelqu'un d'important, non pas par manque d'amour, mais par peur de le vivre pleinement. Cette personne garde quelque chose d'enfoui en elle depuis très longtemps. Elle l'a gardé bien plus longtemps qu'elle ne veut l'admettre à quiconque, et bien plus longtemps que vous ne l'imaginez probablement. Elle n'a pas simplement décidé un jour de vous oublier. Elle n'a pas soudainement cessé de se soucier de vous. Elle n'a pas vraiment tourné la page comme elle l'a prétendu. Ce qu'elle a réellement fait, c'est enterrer ses sentiments parce qu'elle ne savait pas comment les gérer. Mais les sentiments enfouis ne disparaissent pas simplement. Ils restent là et attendent. Ils accumulent une pression immense et finissent par percer à la surface. Chapitre 1. Le réveil de la conscience. Ce message vient d'un lieu de peur et de panique, non d'un lieu de bravoure. Cette personne n'est pas du tout calme en ce moment. Elle n'est pas en paix avec elle-même. Elle se sent très perturbée dans son esprit, dans son cœur et dans son âme. Quelque chose a changé récemment. Peut-être a-t-elle vu quelque chose qui lui a rappelé vous? Peut-être a-t-elle entendu votre nom mentionné par quelqu'un d'autre? Peut-être que sa vie a ralenti juste assez pour que le bruit s'arrête et que la vérité devienne enfin audible. Quoi que ce soit, cela l'a réveillée soudainement. Elle réalise maintenant quelque chose qui la terrifie. Elle réalise qu'elle pourrait vous perdre pour toujours. Cette pensée n'est pas arrivée doucement. Elle l'a frappée tard dans la nuit, quand elle ne pouvait plus trouver de moyen de rester occupée. Elle l'a frappée quand regarder son téléphone semblait vide et quand rire avec d'autres personnes semblait forcé. Elle l'a frappée quand le silence est arrivé et a commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait plus échapper. Dans ces moments de silence, nous sommes confrontés à nos vérités les plus profondes. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, parlait de ces moments comme des rencontres avec notre ombre, cette partie de nous que nous préférons ignorer. Cette personne découvre maintenant ce qu'elle a tenté de fuir, la réalité de ses sentiments authentiques. Elle a remarqué quelque chose qui l'a vraiment blessée. Elle a remarqué que personne d'autre ne se sent comme vous. Personne d'autre n'écoute comme vous avez écouté. Personne d'autre ne l'a comprise sans qu'elle ait à tout expliquer. Personne d'autre ne la fait se sentir en sécurité sans la faire se sentir piégée. C'est alors que le sentiment d'urgence a commencé. Cette urgence ne vient pas seulement de l'amour, elle vient de la peur de perdre quelque chose d'irremplaçable. C'est la différence entre vouloir quelqu'un par habitude et réaliser qu'on a besoin de cette personne pour être complet. Chapitre 2. Les mots non dits. Si cette personne pouvait vous parler sans peur, sans orgueil et sans que son ego ne s'interpose, voici ce qu'elle vous dirait. Elle dirait qu'elle aurait dû agir bien plus tôt. Elle dirait qu'elle pensait avoir plus de temps qu'elle n'en avait. Elle dirait qu'elle ne pensait pas que vous vous éloigneriez vraiment comme cela. Elle n'a pas réalisé que son silence pouvait vous blesser si profondément. Dans la psychologie des relations, nous appelons cela la négligence émotionnelle. Ce n'est pas une agression directe, mais plutôt une absence de présence qui peut être tout aussi blessante. Elle commence enfin à comprendre une chose très douloureuse. Ne rien faire est encore un choix qu'elle a fait. Et ce choix lui a coûté la proximité qu'elle avait avec vous. Dans nos relations, l'inaction est souvent perçue comme un choix délibéré, même quand elle naît de la peur ou de l'incertitude. Elle se sent mal de ne pas avoir été là quand cela comptait vraiment. Elle se sent mal de ne pas avoir choisi d'utiliser des mots quand vous aviez besoin d'entendre que tout allait bien. Elle se sent mal de ne pas avoir été courageuse quand l'honnêteté était la chose la plus importante. À l'époque, rester silencieuse
semblait le chemin le plus sûr. Garder une distance semblait lui donner le contrôle. Éviter le problème semblait être une force. Mais éviter les choses mène toujours à de mauvais résultats. C'est un mécanisme de défense que nous développons souvent dans l'enfance, quand exprimer nos besoins semblait dangereux ou futile. Cette personne a du mal à montrer ses émotions. Ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop et ne sait pas comment le gérer en sécurité. S'ouvrir à vous signifiait qu'elle pourrait être rejetée. Être ouverte signifiait qu'elle pourrait perdre le contrôle de la situation. Admettre la profondeur de ses sentiments signifiait qu'elle devait affronter des parties d'elle-même qu'elle n'était pas prête à regarder. Chapitre 3. L'ombre de Carl Jung. Carl Jung a dit un jour que, jusqu'à ce que vous rendiez vos pensées cachées conscientes pour vous-même, elles dirigeront votre vie et vous appellerez cela le destin. Cette personne a vécu cette vérité sans même le savoir. Au lieu d'affronter son cœur, elle a laissé sa peur prendre les décisions. Elle a laissé son orgueil parler pour elle. Elle a laissé le silence faire tout le discours. Et maintenant, ses choix cachés sont devenus des problèmes qu'elle ne peut plus ignorer. C'est le processus que Jung appelait l'individuation, ce moment où nous devons intégrer toutes les parties de nous-mêmes, même celles que nous préférerions ignorer. Dans la théorie jungienne, nos relations les plus significatives agissent comme des miroirs de notre inconscient. Vous étiez ce miroir pour elle, reflétant des aspects d'elle-même qu'elle n'était pas prête à voir. Votre patience, votre constance, votre authenticité, tout cela lui montrait ce qu'elle pourrait être si elle cessait de se cacher. Elle peut sentir que vous changez. C'est une partie très importante. Cette personne sent que vous n'êtes plus le même qu'avant. Votre énergie s'est déplacée. Vos réactions envers elle sont différentes maintenant. Votre silence semble beaucoup plus lourd que vos mots ne l'ont jamais été. Vous pourriez encore vous soucier d'elle, mais vous ne la poursuivez plus pour obtenir des réponses comme vous le faisiez. Vous n'essayez plus de vous expliquer encore et encore. Vous n'attendez plus dans un endroit d'incertitude où rien n'est clair. Chapitre 4. La terreur de l'abandon, cela la terrifie parce que la vérité est qu'elle comptait sur votre patience bien plus qu'elle n'aurait dû. Elle comptait sur votre gentillesse. Elle comptait sur votre volonté de rester doux et ouvert pendant qu'elle restait fermée et distante. Elle supposait simplement que vous seriez toujours là, toujours compréhensif et toujours en attente. Cette dynamique révèle un pattern psychologique complexe. Dans la théorie de l'attachement développée par John Bowlby, certaines personnes développent ce qu'on appelle un attachement évitant. Elles désirent la proximité mais la craignent simultanément, créant des cycles de rapprochement et d'éloignement qui épuisent leur partenaire. Elles ne pensaient pas que vous atteindriez le point où vous choisiriez tranquillement de prendre soin de vous-même. Mais vous avez atteint ce point, et maintenant, elle peut le sentir. C'est le moment où l'attachement évitant rencontre une personne qui a développé un attachement sécure, qui sait reconnaître sa propre valeur et agir en conséquence. Ce qu'elle craint de perdre n'est pas seulement vous en tant que personne. Elle craint de perdre la façon dont vous la faisiez se sentir vue sans la juger. Elle craint de perdre la sécurité qu'elle ressentait, mais qu'elle n'a jamais voulu admettre. Elle craint de perdre le foyer émotionnel qu'elle ne savait pas entretenir. Cette peur révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous ne réalisons souvent la valeur de quelque chose qu'au moment où nous risquons de le perdre. C'est ce que les psychologues appellent l'aversion à la perte, notre tendance à ressentir plus intensément la douleur de perdre quelque chose que le plaisir de le posséder. Chapitre 5. L'irremplaçable. Elle réalise quelque chose que beaucoup de gens apprennent bien trop tard. Elle apprend que toutes les connexions ne peuvent pas être recréées une fois perdues. Tous les liens
ne peuvent pas être remplacés par quelqu'un d'autre. Cette réalisation frappe comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Dans nos vies, nous rencontrons différents types de personnes. Certaines passent comme des météores, brillantes mais éphémères. D'autres s'installent comme des étoiles fixes, apportant une constance rassurante. Et puis, il y a ces rares personnes qui deviennent comme des soleils dans notre univers émotionnel. Leur présence illumine tout, et leur absence laisse un froid que rien d'autre ne peut réchauffer. Elle se pose une question qui devient plus forte dans sa tête chaque jour. Elle se demande si elle a gâché la connexion qui comptait vraiment. Cette question la hante pendant les moments calmes. Elle persiste quand elle essaie d'avancer dans sa vie. Elle surgit quand elle compare d'autres personnes à vous et ressent la différence immédiatement. C'est de là que vient vraiment cette urgence. Ce n'est pas pour vous contrôler, c'est la réalisation que le temps n'est plus de son côté. Elle sent que, si elle attend plus longtemps, vous ne serez plus accessible. Vous ne serez plus accessible dans votre cœur. Elle sent une porte se fermer. Cette fermeture n'est pas un grand bruit ou un adieu spectaculaire. C'est une fermeture très douce et silencieuse qui est le type le plus dangereux de tous. Parce qu'une fois que cette porte est complètement fermée, elle ne s'ouvre pas facilement à nouveau. Chapitre 6. La paralysie de la peur. Elle veut vous contacter, elle veut vous expliquer les choses. Elle veut dire qu'elle est désolée de la bonne manière, sans être sur la défensive et sans excuse. Mais la peur lutte encore contre elle. La peur lui dit que être-il déjà trop tard? La peur demande « Et si vous ne vous souciez plus ?» La peur dit que si elle montre son vrai soi, elle pourrait être rejetée. Cette paralysie émotionnelle est plus commune qu'on ne le pense. Elle naît souvent de blessures anciennes, de moments où la vulnérabilité a été punie plutôt que récompensée. Quand nous avons appris que montrer nos véritables sentiments était dangereux, nous développons des stratégies d'évitement qui peuvent persister des années, voire des décennies. Alors, elle attend et hésite. Elle tape des messages, puis les efface. Elle répète des conversations dans sa tête qui n'ont jamais lieu. Et pendant ce temps, le sentiment d'urgence continue de grandir. C'est un cercle vicieux. Plus elle attend, plus l'urgence grandit, mais plus l'urgence grandit, plus la peur de l'échec devient paralysante. Ce message n'est pas une promesse que tout ira bien, c'est une confession. Elle ne dit pas que tout est réparé maintenant. Elle n'agit pas comme si elle avait soudain toutes les réponses. Ce qu'elle admet, même si elle le fait silencieusement, c'est ceci: elle avait tort de vous prendre pour acquis et n'a pas réalisé à quel point vous comptiez jusqu'à ce qu'elle ressente votre perte. Chapitre 7. La douleur de la révélation tardive. Elle a peur de vous avoir blessé si profondément que cela ne peut pas être réparé. Réaliser la vérité arrive souvent tard, et quand cela arrive tard, c'est très douloureux parce que cela arrive quand vous perdez déjà le contrôle. Cette douleur de la réalisation tardive est l'une des expériences les plus universelles de l'existence humaine. Nous la retrouvons dans toutes les cultures, dans toutes les époques. C'est la douleur de voir clairement quand il est peu, être trop tard pour agir sur cette clarté. En psychologie, nous parlons de dissonance cognitive, cette tension inconfortable que nous ressentons quand nos actions ne correspondent pas à nos valeurs ou à nos désirs profonds. Cette personne vit cette dissonance de manière intense. Elle sait maintenant ce qu'elle aurait dû faire, mais elle ne peut pas revenir en arrière pour le faire. Ce que cela signifie pour vous est bien plus important que ce que cela signifie pour elle. Écoutez cela attentivement. Ce message ne vous dit pas ce que vous devriez faire. Il ne vous demande pas d'attendre pour elle. Il n'exige pas que vous lui pardonniez. Il vous montre simplement la vérité de la situation. Vous comptiez bien plus qu'elle ne vous l'a jamais montré. Votre absence est maintenant plus forte que votre présence ne l'a jamais été.
et la connexion que vous avez partagée était réelle, même si elle a été gérée très mal. Chapitre 8. Le pouvoir du choix authentique. Ce que vous choisissez de faire ensuite est là où réside votre pouvoir. Et le vrai pouvoir ne se précipite pas simplement parce que quelqu'un d'autre est pressé. Cette distinction est cruciale. Votre rythme, vos besoins, votre processus de guérison, tout cela vous appartient. Voici la partie que la plupart des gens manquent. Être pressé ne signifie pas qu'une personne est vraiment prête. Votre personne ressent une urgence maintenant parce qu'elle est enfin confrontée aux résultats de qui elle était quand les choses comptaient. Et les résultats ont une façon d'enlever tous les mensonges. Ils ne demandent pas poliment d'être affrontés. Ils n'attendent pas que vous soyez à l'aise. Ils apparaissent quand vous ne pouvez plus fuir. Cette confrontation avec la réalité est ce que les existentialistes appelaient l'angoisse authentique. C'est le moment où nous ne pouvons plus nous cacher derrière nos mécanismes de défense habituels. C'est terrifiant, mais c'est aussi le début de toute véritable transformation. Votre personne est dans cet espace en ce moment. Elle rejoue des moments qu'elle pensait insignifiants. Elle pense à des conversations qu'elle croyait petites. Elle pense à des silences qu'elle pensait que vous survivriez sans changer. Elle voit ces moments différemment maintenant. Elle les voit à travers le sentiment de perte au lieu de son propre orgueil. Chapitre 9. La mémoire aiguisée par la perte. Parce que quand quelqu'un commence à perdre la capacité de vous atteindre émotionnellement, sa mémoire devient très aiguisée. Ce qui semblait être une journée ordinaire semble soudain irremplaçable. C'est un phénomène psychologique fascinant. Notre cerveau, face à la menace de la perte, commence à idéaliser ce que nous risquons de perdre. Elle se souvient comment vous preniez de ces nouvelles sans qu'elle le demande. Elle se souvient de la façon dont vous remarquiez quand son humeur changeait avant même qu'elle ne dise un mot. Elle se souvient comment vous restiez calme quand elle s'éloignait de vous. Elle se souvient comment vous essayez de la comprendre au lieu de la blâmer. Ces souvenirs ne sont pas idéalisés par nostalgie, ils sont précis. C'est exactement ce qui rend la réalisation si douloureuse. Elle ne pleure pas la perte d'une illusion, elle pleure la perte de quelque chose de réel qu'elle n'a pas su apprécier à sa juste valeur. Et maintenant, cette compréhension semble très lourde parce qu'elle réalise quelque chose de douloureux. Vous la rencontriez à un niveau profond qu'elle n'était pas prête à gérer. Cette profondeur l'effrayait alors. Mais maintenant son absence lui fait ressentir un vide qu'elle ne sait comment combler. Chapitre 10. Le poids des vies non vécues. Un sage a dit un jour que le plus grand poids qu'un enfant porte est la vie que ses parents n'ont pas vécue. Et bien que cela ne concerne pas directement les parents, l'idée est la même. Votre personne a vécu une vie où elle évitait ses émotions, évitait de grandir et évitait la responsabilité qui vient avec une vraie connexion. Cet évitement émotionnel crée ce que les psychologues appellent une dette émotionnelle, tout comme une dette financière. Plus nous attendons pour la rembourser, plus les intérêts s'accumulent. Elle découvre maintenant le coût réel de cette dette, et maintenant qu'elle l'a évitée si longtemps, elle se sent exposée. Elle se sent jugée par vous-même quand vous êtes silencieux. C'est parce que votre silence a changé. Avant, le silence semblait juste un espace entre vous. Maintenant, il semble une longue distance. Avant, le silence semblait temporaire. Maintenant, il semble éternel. Ce changement dans la qualité de votre silence reflète votre propre croissance émotionnelle. Vous avez appris à faire la différence entre un silence confortable, celui de la complicité, et un silence inconfortable, celui de la distance émotionnelle. Elle sent que vous n'attendez plus qu'elle vous rattrape enfin. Vous ne construisez plus votre monde émotionnel autour de sa confusion, et c'est là que sa peur prend une forme plus profonde. Chapitre 11. La peur de l'insignifiance.
Ce n'est pas juste la peur que vous disiez non, c'est la peur de ne plus compter pour vous. Elle a peur que vous ayez atteint un point où vous avez fermé le chapitre dans votre esprit, sans le lui dire. Elle a peur que vous n'ayez pas eu besoin d'une grande confrontation. Vous n'avez pas eu besoin d'une dispute. Vous n'avez même plus besoin de réponse. Vous avez simplement changé et vous êtes ajusté. Ce type de croissance silencieuse est souvent le plus menaçant pour quelqu'un qui utilisait l'instabilité émotionnelle comme moyen de maintenir une connexion. Quand vous cessez de réagir de manière prévisible, quand vous devenez centré et stable, cela bouleverse toute la dynamique relationnelle. Ce changement est très effrayant pour quelqu'un qui comptait sur le fait que vous soyez toujours disponible. Dans la théorie de l'attachement, nous dirions qu'elle avait développé un style d'attachement anxieux, évitant, désirant l'intimité mais la sabotant par peur. Elle réalise autre chose aussi. Vous ne lui demandiez pas d'être parfaite, vous lui demandiez juste d'être présente. Vous ne demandiez pas que les choses soient intenses, vous demandiez juste qu'elles soient cohérentes. Vous ne lui demandiez pas de changer qui elle était au fond. Vous demandiez juste qu'elle soit la personne qu'elle disait être. Cette réalisation est particulièrement douloureuse parce qu'elle révèle que ce que vous demandiez était non seulement raisonnable, mais fondamental pour toute relation saine. La présence, la cohérence, l'authenticité, ce sont les fondations de l'intimité véritable. Chapitre 12. Le confort de la zone de sécurité. Et maintenant, elle voit combien de fois elle a choisi de rester confortable au lieu d'être courageuse. Elle a inventé des raisons pour rester silencieuse. Elle a inventé des raisons pour garder la distance. Elle se disait qu'elle n'était pas encore prête. Cette tendance à choisir le confort plutôt que la croissance est profondément humaine. Notre cerveau primitif est programmé pour éviter le danger, et l'intimité émotionnelle peut sembler dangereuse à notre système nerveux, surtout si nous avons été blessés dans le passé. Mais être prêt n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Être prêt est un choix, et elle ne l'a pas choisi quand vous offriez votre cœur gratuitement. Cette reconnaissance change tout. Elle passe de la victimisation passive à la responsabilité active. Cette réalisation la blesse parce que maintenant cette offre n'est plus sur la table de la même manière. L'amour inconditionnel n'est pas infini quand il n'est pas réciproque. Même la patience la plus grande a ses limites quand elle n'est pas honorée. Votre personne peut sentir ce changement. Elle le sent dans la façon dont vous parlez, dont vous répondez ou ne répondez pas, et dont vous n'essayez plus de vous expliquer. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur, et cela lui fait quelque chose. Cela fait s'effondrer toute la situation à laquelle elle était habituée. Chapitre 13. L'illusion du temps infini, elle pensait avoir l'éternité parce que vous restiez si doux. Elle pensait que vous attendriez parce que vous vous souciez tant. Elle pensait que votre patience signifiait que vous resteriez pour toujours. Elle n'a pas compris que la patience a une limite et que le respect de soi finit toujours par se manifester. Cette méprise sur la nature de la patience révèle une incompréhension fondamentale de l'amour mature. L'amour mature n'est pas l'abandon de soi pour l'autre, c'est l'intégration harmonieuse de deux personnes complètes. Quand l'amour devient déséquilibré, il cesse d'être nourrissant et devient épuisant. Voici ce avec quoi elle lutte dans sa propre tête. Elle veut vous contacter, mais elle ne veut pas commencer quelque chose qu'elle ne peut pas maintenir. Elle veut dire qu'elle est désolée, mais elle ne veut pas promettre des choses qu'elle n'est pas sûre de pouvoir faire. Elle veut être proche de vous, mais elle a peur du travail que cela implique. Cette honnêteté intérieure, bien qu'inconfortable, est en fait un progrès. Elle commence à reconnaître ses propres limitations au lieu de les nier. C'est le début de la maturité émotionnelle. Savoir ce qu'on peut et ne peut pas donner, et être honnête à ce sujet. Alors,
Elle est coincée entre ce qu'elle veut et ce qu'elle craint. Elle est coincée entre vous vouloir et rester éloignée. C'est pourquoi son énergie semble si confuse. Elle n'est pas en paix parce que son cœur et ses actions ne sont pas alignés. Chapitre 14. La tension de l'incohérence. Cette incohérence entre les sentiments et les actions crée ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive. C'est un état psychologique inconfortable qui nous pousse naturellement vers la résolution. Soit nous changeons nos sentiments pour qu'ils correspondent à nos actions, soit nous changeons nos actions pour qu'elles correspondent à nos sentiments. Elle ressent quelque chose de réel, mais elle ne se fait pas confiance pour agir dessus chaque jour, et cela crée beaucoup de tension. Cette méfiance envers elle-même n'est pas sans fondement. Elle connaît ses propres patterns de comportement. Elle sait qu'elle a tendance à fuir quand les choses deviennent difficiles. Elle imagine des scènes où elle dit la bonne chose, agit différemment et de manière bien plus courageuse. Mais imaginer est bien plus sûr que la vie réelle. La vie réelle nécessite de faire le travail, et c'est là que la peur devient encore plus forte. Ces fantasmes de courage servent à la fois d'évasion et de répétition mentale. Ils lui permettent de vivre l'expérience de l'honnêteté sans en prendre les risques réels. Mais ils révèlent aussi ce qu'elle sait être possible si elle trouvait le courage d'agir. Elle a peur que même si vous l'écoutiez, elle vous déçoive à nouveau. Cette peur de décevoir révèle une blessure plus profonde, peut être une histoire de ne pas se sentir assez bien, de ne pas être à la hauteur des attentes. Ces blessures d'enfance colorent souvent nos relations adultes de manière subtile mais puissante. Chapitre 15. Votre propre évolution. Ce qu'elle ne voit pas encore, c'est que vous n'attendez plus ces mots. Vous observez ce qu'elle fait vraiment. Vous n'êtes plus ému par un simple pardon si rien ne change. Vous êtes maintenant ancré en vous-même. Cette évolution de votre part représente une maturation émotionnelle significative. Vous avez appris à faire la distinction entre les intentions et les actions, entre les promesses et la cohérence. Cette distinction est le signe d'une personne qui a développé des limites saines et un respect de soi solide. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez plus d'elle. Cela signifie que vous avez mûri émotionnellement. Vous avez compris que l'amour sans action cohérente n'est qu'un sentiment, pas une relation. Une personne sage a dit un jour que vous ne trouvez pas la lumière en l'imaginant, mais en regardant l'obscurité à l'intérieur. Vous avez fait ce travail en silence. Vous avez affronté votre déception. Vous avez géré votre tristesse. Vous avez laissé les choses devenir claires. Ce processus d'auto-examen et de croissance que vous avez entrepris est ce que les psychologues appellent l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, plutôt que qui nous pensons que nous devrions être pour plaire aux autres. Chapitre 6. Les chemins divergents de la croissance. Votre personne ne fait que commencer ce chemin maintenant. Le timing est très important parce que grandir après avoir perdu quelque chose semble très différent de grandir pendant que vous l'avez encore. Elle réalise cela maintenant. Cette différence de timing crée une asymétrie émotionnelle. Vous avez fait votre travail intérieur dans l'espoir de sauver la relation. Elle fait le sien maintenant dans l'espoir de la récupérer. Ces deux motivations mènent à des types de croissance très différents. Elle sait que même si elle vous parle maintenant, les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Et cela l'effraie parce que ce qui lui manque le plus est la version de vous qui lui faisait entièrement confiance. La confiance est quelque chose qui ne se réinitialise pas avec quelques mots une fois qu'elle a été altérée. Elle se reconstruit lentement, par des actions cohérentes répétées dans le temps. C'est une réalité difficile à accepter pour quelqu'un qui voudrait que les mots suffisent. Chapitre 17. Au seuil du changement. Ce message existe
parce qu'elle se tient à un seuil. Derrière, elle se trouve le confort de rester éloignée. Devant, elle se trouve le risque de dire la vérité. Elle sait que si elle ne fait rien, elle pourrait vous perdre pour de bon. Mais elle sait aussi que vous parler signifie qu'elle doit se regarder honnêtement, et c'est quelque chose qu'elle a évité depuis très longtemps. Ce seuil représente ce que les psychologues appellent un moment de transition. Ces moments sont cruciaux dans le développement humain. Ils représentent des opportunités de croissance, mais aussi des points de vulnérabilité maximale. Ce que vous ressentez n'est pas juste de la confusion, c'est un grand changement. Votre personne affronte la vérité et vous n'êtes plus au milieu de ce combat avec elle. Vous avez avancé et cela change tout dans la situation. Cette séparation émotionnelle que vous avez créée n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Vous avez appris à distinguer entre soutenir quelqu'un et vous perdre dans les problèmes de quelqu'un d'autre. Chapitre 18. Le murmure de la perte. Il y a une vérité silencieuse qui se passe sous tout cela, et c'est quelque chose que votre personne commence seulement à comprendre. La perte ne fait pas toujours un bruit loud quand elle arrive. Parfois, c'est juste un murmure. Parfois, elle se manifeste comme une distance émotionnelle. Parfois, c'est un petit décalage d'énergie que vous ne pouvez pas argumenter ou expliquer. Ces pertes silencieuses sont souvent les plus profondes parce qu'elles nous prennent par surprise. Nous sommes préparés aux ruptures dramatiques, aux disputes explosives. Nous ne sommes pas toujours préparés à quelqu'un qui grandit simplement et s'éloigne avec grâce. Votre personne peut sentir ce murmure en ce moment. Elle le sent quand elle pense à vous appeler et réalise qu'elle ne sait pas ce que vous direz. Elle le sent quand elle imagine que vous avancez dans votre vie sans elle, non parce que vous êtes en colère, mais parce que vous êtes clair. Elle le sent quand elle voit que la version de vous qui attendait et espérait n'est plus là. Cette pensée la perturbe vraiment parce qu'elle ne peut pas la contrôler. Elle ne peut pas la faire disparaître avec du charme. Elle ne peut pas s'enfuir en restant occupée. Chapitre 19. La confrontation inévitable. Elle affronte enfin la vérité qu'elle a ignorée. Pendant longtemps, cette personne a lutté contre ce qu'elle ressentait vraiment pour vous. Elle a lutté contre la responsabilité d'être là pour vous. Elle a lutté contre le fait d'être ouverte et vulnérable. Cette lutte interne révèle la